La colère, voilà la raison souvent, si ce n'est toujours, mise en avant à droite comme à gauche pour expliquer, si ce n'est justifier, le vote en faveur du Rassemblement national. Et si c'était un peu court comme raison et un peu faux aussi, ainsi que le documentent les quelques enquêtes approfondies de sciences sociales sur le sujet. Et si plutôt que d'être des fâchés pas fachos, pour reprendre l'expression de Jean-Luc Mélenchon, il s'agissait plutôt de fachos pas si fâchés. C'est la thèse du philosophe Michel Ferrer dans Producteur et Parasite, un essai important sur l'imaginaire si désirable des électeurs RN. Il est cette semaine l'invité de la suite dans les idées. France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau. Trois parties donc désormais dans cette émission et la troisième, cette rubrique Actualité, ça consacrée à la dernière livraison de la revue Critique, titrée Son de la musique aux arts sonores, et c'est l'écrivain Bastien Gallet qui a co-coordonné ce numéro qui nous rejoindra à la fin de cette émission dans laquelle nous allons donc prendre au sérieux ce soir les raisons des électeurs RN et pour cela nous intéresser à leur imaginaire, d'abord avec le philosophe Michel Ferrer, mais aussi avec le graphiste Alexandre Dimos et la photographe Stéphanie Lacombe qui publient ensemble Beau Caillou, un livre documentaire sur la ville de Beaucaire. Ils nous rejoindront en deuxième partie d'émission. Mais avant de démarrer cette nouvelle émission, la deuxième de cette 26e saison et quelque chose comme le 1675e épisode de La Suite dans les idées, un petit mot pour vous dire que demain, le 6 septembre, la suite aura 25 ans, un quart de siècle pour une émission démarrée dans les tout derniers mois du précédent millénaire. Alors, je ne vais pas remercier ici toutes celles et ceux qui ont rendu possible jusque-là cette aventure radiophonique. Il me faudrait à peu près l'entièreté de l'émission pour le faire. Je voudrais juste remercier Laura Adler qui en a eu l'idée, qui fut la première à me faire confiance pour produire cette émission. Mais je voudrais aussi citer le nom de trois collègues devenus des amis chers qui étaient au berceau de cette première suite dans les idées le lundi 6 septembre 1999. Julie Clarini, Caroline Brouet et Nicolas Demorand. Voilà, c'est commencé. La suite dans les idées, deuxième épisode pour cette nouvelle saison avec vous, Michel Ferrer, bonjour. Bonjour et bon anniversaire. Merci. Vous êtes philosophe, mais vous êtes aussi éditeur. Vous avez cofondé une maison d'édition importante aux États-Unis, Zone Books, qui publie des livres depuis plus longtemps que 25 ans. Et vous signez donc en cette rentrée Producteur et Parasite, l'imaginaire si désirable du Rassemblement national. Alors évidemment, quand on regarde le sous-titre, on se demande si c'est ironique, l'imaginaire si désirable des électeurs du Rassemblement national. Oui et non. Enfin, il s'agit effectivement de montrer en quoi il peut être désirable. Euh, alors, comme vous le disiez en introduction, il y a effectivement un certain nombre euh, d'enquêtes sociologiques récentes qui ont fait valoir que la thèse du vote de colère ou du vote de désarroi était pour le moins, ou en tout cas au moins insuffisante. Et que, mais d'ailleurs, on le voit déjà quand on regarde les sondages sortis des urnes notamment, les électeurs qui viennent d'avoir voté pour le Front puis le Rassemblement national sont très clairs sur les motivations de leur vote. Mais de manière plus profonde, des sociologues comme Benoît Coquart, un politiste comme Félicien Faury, plus récemment, ont montré... Violaine Girard aussi. Et Violaine Girard un petit peu plus tôt, absolument, ont bien montré qu'il y avait une demande, d'une certaine façon. Qu'effectivement, il y avait une espèce d'attrait, une attractivité pour ce vote. Alors moi, je ne suis pas sociologue, personne n'est parfait, donc je n'avais pas de terrain de ce type, et donc je me suis plutôt intéressé à l'histoire de l'offre, c'est-à-dire quel est cet imaginaire qui peut être désirable, dès lors que l'on considère que les électeurs et électrices du Front National et du Rassemblement National votent au moins partiellement pour ces partis parce que elles y trouvent une représentation du monde, et je dirais encore plus une représentation de leur place dans le monde, qui leur semble attirante, ou qui leur semble rassurante, et qui leur semble même prometteuse, parce que cette vision du monde fait naître un certain nombre d'espoirs.
Alors après un long détour historique qu'on va prendre aussi ensemble, parce que c'est important pour comprendre les mécanismes, vous atterrissez en quelque sorte à la fin de votre enquête philosophique, Michel Feher, dans la situation, de plein pied dans la situation contemporaine. Et je compte sur vous pour commenter jusqu'aux dernières informations, c'est-à-dire l'annonce aujourd'hui même du nom du nouveau Premier ministre et ce que ça implique en termes de relations entre les diverses forces politiques au Parlement, notamment entre la droite et l'extrême droite. Pour comprendre véritablement la nature de cette relation aujourd'hui entre la droite et l'extrême droite, il faut qu'on fasse ensemble ce détour historique. Ce détour, vous le faites en partant d'un concept qu'on connaît pas très bien dans la littérature française, qui est en revanche un petit peu plus présent dans des textes de penseurs anglais, américains. Je vais vous laisser nous l'expliquer, c'est le produceurisme. C'est ça, c'est le producérisme qui a été construit au départ, enfin qui n'existe pratiquement pas en français. Je pense qu'il y a une seule occurrence, un politiste belge qui l'a cité dans un espèce de lexique des termes politiques à la fin des années 2010. Alors ça vient Mais de producer, hein, en voilà, anglais, du ça mot vient producer. producer. Et c'est construit en miroir de consumerism, hein, donc fondé sur les consommateurs, sur les producteurs. Mais ce que ça implique, c'est une certaine représentation de la lutte des classes, si on peut dire les choses comme ça. Ce n'est pas la lutte des classes marxistes, c'est-à-dire que ce n'est pas l'opposition structurelle du capital et du travail, opposition ou antagonisme qui se noue dans le rapport salarial, c'est-à-dire ce rapport constitutif de l'exploitation dans la mesure où le travailleur n'est pas payé pour la valeur qu'il produit, mais il est payé au prix d'une marchandise appelée force de travail. Donc ça, c'est une explication schématique, mais déjà un peu longue de ce que c'est que ce rapport de classe et ce rapport entre capital et travail selon Marx. Là, on est dans une toute autre forme de lutte des classes, puisque on est dans une antinomie, un antagonisme moral entre deux types de caractères. Weber dirait peut-être d'idéotypes, d'une certaine façon. Il y a d'un côté les producteurs. Ces producteurs peuvent être des travailleurs, peuvent être des indépendants, peuvent être des entrepreneurs. Mais l'essentiel dans l'histoire, c'est leur vertu. C'est-à-dire que ce sont des gens qui bossent, et qui bossent pas n'importe comment, ils produisent des choses utiles, et qui n'aspirent à rien d'autre que de vivre dignement du produit de leur labeur. Bref, ce sont des adeptes de ce qu'on appelle la valeur travail, bien, qui est essentielle dans l'histoire. Alors, ces gens-là vivraient heureux du produit de leur labeur si une grosse partie du produit de ce travail n'était spoliée, volée par des parasites. Des parasites qui, pour leur part, ne travaillent pas, ou en tout cas, même s'ils travaillent, ne font rien d'utile. D'ailleurs, ils font même plutôt un travail nocif. Et qui vont par conséquent, par ce travail nocif ou par cette absence de travail, dérober une part conséquente du produit du travail des autres. Donc ça, c'est le point de départ, c'est l'articulation première de ce producérisme. Mais Mais historiquement, vous le repérez d'abord en Angleterre, euh, dans les moments qui vont conduire à la révolution politique anglaise, en fait. absolument. Mais juste un point avant de me lancer Dans l'histoire, dans mon petit parcours historique. Il y a deux aspects, peut-être même trois, qui sont structurants dans le producérisme. Donc le premier, c'est cette opposition morale entre producteurs et parasites, mais aussi, et d'emblée, et toujours, les parasites, il y en a deux types. C'est essentiel dans la reproduction et dans la représentation du monde il y en a en haut et il y en a en bas, voilà, pour faire simple. c'est ça. Les parasites d'en haut et les parasites d'en bas. Les parasites d'en haut sont dans la circulation des capitaux. Circulation du capital financier, ce sont des prêteurs plus ou moins usuriers, ce sont des spéculateurs. Mais aussi circulation du capital culturel. Ce sont des intellectuels qui produisent des théories spécieuses, qui trompent ou qui essaient en tout cas de tromper les producteurs. Ça, c'est les parasites d'en haut. Et les parasites d'en bas, on voit bien, ce sont des assistés, c'est-à-dire ceux qui sont non pas dans la circulation du capital, mais dans la redistribution de revenus qu'ils n'ont guère contribué à produire. Donc ça, c'est les deux types. Donc ça, c'est pour la structure. Et le troisième élément qui est important, c'est que d'emblée, et là j'en viens à l'histoire, c'est que d'emblée, les producteurs sont les gens de chez nous, c'est-à-dire qu'ils puisent leur vertu et leur valeur travail et leur ethos de producteurs dans une culture nationale.
Alors que les parasites, eux, sont sinon des étrangers de fait, sont de toute façon étrangers à la culture des producteurs. Soit parce que, étant dans la spéculation, ils vivent en réalité, sont en réalité des résidents hors sol de la finance internationale ou de l'intelligentsia cosmopolite, ou alors ce sont des travailleurs immigrés ou d'origine immigrée, mais en tout cas pas de chez nous et pas de notre culture. Bien, Ça, c'est le modèle, au fond, c'est la structure qui, mais elle, qui ne change n'apparaît rien. pas comme ça, de but en blanc dans l'histoire. C'est tel que vous l'avez décrit là, c'est le résultat d'un long processus, historique. Oui et non. Je crois que ces trois traits sont là d'emblée, même si, effectivement, Il se comme raffine. voilà. Mais non, mais surtout, il est sinueux. C'est-à-dire que le parcours historique du producérisme est particulièrement sinueux, puisque, en effet, comme vous m'incitez à Ah le oui, parce que révéler, c'est une il histoire part à passionnante. l'extrême gauche, si on peut dire, si le terme convient. Il parle Donc, avec les ce qu'on et les appelait les niveleurs. levelers. C'est ça, les levelers, les niveleurs, qui est donc l'aile radicale de la Révolution anglaise. Et puis, il se retrouve 140 ans plus tard en France, et en particulier chez CIS, chez la BCIS, dans son célèbre pamphlet sur le tiers-État. Qu'est-ce que le tiers-état? Qu'est-ce que le tiers-État? Exactement. Et évidemment, qui sont les parasites par excellence? C'est les aristocrates, c'est la noblesse. Par excellence, des feignants, en tout cas des oisifs, qui tirent leurs revenus, soit des privilèges de leur sang ou des privilèges de la terre dont ils ont hérité. Bien. Mais d'emblée, déjà chez les niveleurs et chez CIS, le peuple, c'est pas tout le reste. Il y a des gens qui, d'en bas, qui ne sont pas inclus dans le peuple. C'est tous ceux qui ne sont pas des producteurs autonomes, qui sont cette fois-ci dans un rapport de dépendance qui les empêche d'aspirer à vivre du produit de leur travail. Ce sont les femmes qui dépendent de leurs parents ou de leur mari. Ce sont les vagabonds qui dépendent de la charité publique. Ce sont les domestiques qui dépendent cette fois-ci de leur maître privé. Bref, d'emblée, il y a cette idée que des parasites, il y en a en haut et il y en a en bas. Les uns par un effet de privilège, les autres au contraire par un effet d'assujettissement. Bien. Mais d'emblée aussi, il y a cette chose très étonnante, enfin, mais en même temps bien logique dans l'histoire du producérisme, c'est que pour les niveleurs, pour les levelers par exemple, le bon peuple anglais dont il s'agit de faire valoir les droits, ce sont les Saxons. C'est le vieux peuple saxon. Alors que les aristocrates parasitaires sont les descendants des conquérants normands, donc de Guillaume le Conquérant. Et de même, pour la BCIS, le tiers-État, ce sont les Gallo-Romains. Alors que l'aristocratie, c'est les invasions germaines. Donc on a déjà d'emblée Le modèle ce est là, côté en fait. lutte des races. Le modèle est là. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Et ce modèle, cet imaginaire producériste, va rester à gauche, si on peut dire, ou va rester en tout cas dans la contestation de l'ordre établi Au 19e siècle, au XIXe siècle. avant Marx. Avant Marx, c'est ça, dans la première partie du 19e, dans tout le socialisme pré-marxiste, et en particulier chez un auteur particulièrement important pour la concaténation de l'imaginaire producériste, et qui est Proudhon. Et en effet, on retrouve cette idée d'une opposition entre producteurs et parasites aussi longtemps que, à gauche, l'ennemi du peuple, ou la cause du malheur du peuple, plus exactement, ce n'est pas le profit, comme ce sera le cas chez Marx, mais les rentes. Ce sont les rentiers, c'est-à-dire ces oisifs qui tirent des revenus de leur fortune sans travailler, sans contribuer, pour parler comme Proudhon, sans main maître. D'où le fameux « la propriété, c'est le vol ». Voilà, c'est la propriété, c'est le vol, mais encore une fois, c'est compliqué, la propriété, c'est le vol. Parce que Proudhon n'est certainement pas pour la socialisation des moyens de production. Il n'est certainement pas pour aucune forme de collectivisme ou de collectivisation. L'idée, au contraire, c'est de dire quoi? C'est de dire qu'on veut retourner à une société primordiale, sans doute imaginaire, qui est composée exclusivement de petits producteurs indépendants qui vivent du produit de leur travail et dont les rapports entre eux sont ou bien des rapports de concurrence saine, puisque chacun aura travaillé pour ce qu'il vend et ce qu'il achète, ou de coopération volontaire, parce que c'est eux qui auront décidé de s'associer les uns avec les autres. Mais donc, cette idée, c'est un espèce de retour à ça, et la propriété n'est le vol, ne devient vol que dans la mesure où elle n'est pas fondée sur la valeur travail, où elle n'est pas le résultat de la valeur travail. Et donc,
Ça reste le modèle, mais qu'on trouve chez Proudhon, mais aussi chez les fouriéristes, aussi d'une manière un petit peu différente chez les saint-simoniens. Enfin bref, dans tout le socialisme, le premier socialisme pré-marxiste, Mais avec laquelle, vous le disiez, Marx va rompt rompre. complètement, puisque pour lui, effectivement, le problème essentiel, bien sûr, il n'est pas un ami des rentiers, mais le problème essentiel, ce ne sont pas les rentes, c'est le profit. Le capitalisme se fonde effectivement sur cette extraction du profit, et on ne sort de ce problème-là que par la socialisation des moyens de production. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le même imaginaire, non seulement on n'est pas dans le même diagnostic, mais on n'est pas dans le même horizon rêvé, d'une certaine façon. Et le conflit va être particulièrement violent, et à mesure que la vision marxiste du socialisme va s'imposer comme étant celle qui va dominer le mouvement ouvrier, eh bien, les producéristes, post-proudhoniens, si on peut dire, vont commencer à aller vers une troisième voie, qui va aller petit à petit, mais assez rapidement, vers l'extrême droite, c'est-à-dire une troisième voie entre les libéraux et les communistes. Ils vont être le parti producériste, en tout cas le mouvement, les mouvements producéristes, vont être ceux qui vont prendre le parti des producteurs du cru, des producteurs nationaux, contre les parasites d'en haut, donc dans la spéculation financière, qui seront essentiellement les juifs, et les parasites d'en bas, dans l'usurpation du travail, qui seront essentiellement les travailleurs immigrés, pour le coup, belges, italiens ou allemands. Et ça va se cristalliser à la fin du 19e siècle, aussi bien en France, autour du boulangisme, et en particulier du premier Maurice Barrès, celui qui se dit socialiste révisionniste, et d'autre part dans les partis antisémites allemands, qui vont aussi fleurir à la fin du 19e siècle, et qui sont aussi dans cette espèce de double rejet des parasites d'en haut et des parasites d'en bas. En sachant que les parasites d'en haut, et c'est une nouveauté du 19e siècle, les parasites d'en haut, donc les juifs, appelons-les par leur nom, sont à la fois des banquiers et des usuriers qui accaparent le capital et qui l'entraînent dans les circuits occultes de la finance internationale, mais ce sont aussi des agitateurs communistes qui vont donc, puisque l'idée c'est quand même la domination mondiale par les juifs, qui vont présider à l'entrée des travailleurs immigrés sur le territoire, au grand remplacement de des travailleurs locaux par les travailleurs immigrés, et par conséquent à cette agitation internationaliste communiste. Donc le judéo-bolchevisme, banquier et communiste, a sa cohérence du point de vue producériste. Et sa cohérence, elle est fondée sur quoi? Sur le fait que les deux, ensemble, sont l'antithèse du bon peuple national des producteurs indépendants. Sinueux, disiez-vous à propos Oui. de ce parcours historique et philosophique du producérisme. On le reprend à grandes enjambées, mais il y a différentes étapes ensuite. Vous vous arrêtez sur des moments importants comme le New Deal, et puis sur la reconfiguration du libéralisme au XXe siècle. C'est ça. Alors, oui. Alors, le producérisme racialisé, si on peut dire, avec ces juifs en haut et ces immigrés en bas, il va prendre une allure particulièrement virulente et monstrueuse, avec le nazisme en particulier, et avec les mouvements fascistes du XXe siècle, mais en particulier le nazisme. Ce qui veut dire que entre 1945 et le début des années 80, il va y avoir une espèce d'anathème sur le producérisme racialisé. Le racisme colonial, de son côté, qui est un autre imaginaire, continuera à se porter très bien. Mais le producérisme racialisé, après le Troisième Reich, ça la fout un peu mal, donc il y aura une interruption. C'est amusant parce que c'est enfin amusant pas tant que ça, mais c'est remarquable que cette interruption, ou plus exactement cette mise entre parenthèses du producérisme racialisé, correspond très exactement à ces 30 glorieuses, qui sont aussi l'exception du point de vue capitaliste, selon Piketty, c'est-à-dire ce rare moment de capitalisme tempéré, d'une certaine façon. Bon. Mais donc, le fait que le producérisme racialisé disparaît ne veut pas dire que le producérisme tout court disparaît. Et en effet, on va en avoir une version, je dirais, ostensiblement déracialisée, à la fois dans le New Deal keynésien, dans le New Deal rooseveltien, pardon, dans la théorie keynésienne, et puis après ça, dans le compromis social d'après-guerre. Puisqu'en effet, chez Keynes en particulier, il y a un bon capitalisme qu'il appelle entreprise, et un mauvais capitalisme qu'il appelle spéculation. Et de la même manière, tout le
tout le compromis social d'après-guerre sera fondé sur cette espèce d'alliance de classe entre les bons travailleurs qui travaillent dur et qui légitimement revendiquent des salaires conséquents, et des bons patrons qui ne se perdent pas dans la spéculation, mais qui travaillent pour la croissance nationale. Et donc, une alliance va pouvoir se faire de ce côté-là. Bon. Alors, je vous interromps parce qu'on ne peut pas rentrer dans tous ces détails historiques si on veut atterrir sur la situation présente et sur l'imaginaire si désirable des électeurs du Rassemblement national, proposé aux électeurs du Rassemblement national. En fait, Michel Ferrer, pour le comprendre, il faut néanmoins s'arrêter sur une étape précédente, qui précède en tout cas la montée en puissance de ce parti d'extrême droite en France, et qui a à voir avec la révolution conservatrice, la révolution néolibérale, qui se produit dans d'autres pays que la France, aux États-Unis avec Reagan, d'abord au Royaume-Uni avec Margaret Thatcher, et en France justement un peu à contretemps, étrangement, ce qui servira les intérêts du Rassemblement national qui sauront au fond s'accaparer cette offre politique que la droite traditionnelle française a eu un peu de mal, au début en tout cas, à faire sienne. C'est ça. Donc, ce producérisme déracialisé va un petit peu exploser dans les années 68. Il va être contesté à gauche. Et du coup, il va rebondir à droite avec les néolibéraux. Pas n'importe quels néolibéraux, pas tous les néolibéraux. En fait, c'est une école néolibérale en particulier, qui est l'école dite de Virginie, celle de James Buchanan, qui va, pour la première fois, projeter du producérisme sur le libéralisme. Parce que jusque-là, ils étaient plutôt en opposition, d'une certaine façon. Les libéraux, habituellement, n'ont pas besoin de peuple. Hein, on joue sur l'individu. Comme disait Margaret Thatcher, les individus et leurs familles, mais de société, on en parle. Il n'y a pas de société. There is no such thing as a society. Exactement. Et en particulier, et donc pas de peuple dont il s'agirait de faire une solidarité au-delà du respect des règles. Voilà. Mais ça, Buchanan pense que c'est pas bon. Que si le néolibéralisme, c'est très bien comme théorie, et c'est très bien comme pratique une fois qu'on est au pouvoir, pour arriver au pouvoir, il faut un peuple. Mais à quoi peut ressembler un peuple libéral ? Eh bien, un peuple libéral, ça va être d'une part le peuple qui communie dans l'exaltation de l'esprit d'entreprise, dans le producérisme positif, c'est-à-dire ne vouloir gagner, ne vouloir jouir que de ce qu'on en aura gagné, de ce qu'on aura mérité, donc la méritocratie, mais aussi et surtout dans l'acrimonie, dans le rejet de tous ceux qui essayent de se dérober à cette valeur travail. Et donc, il va y avoir un nouveau redéploiement des parasites, d'en bas et d'en haut. Ceux d'en bas, ils sont assez connus, mais ils vont être retravaillés par les néolibéraux. Ce sont les chômeurs toujours réputés volontaires. C'est là qu'on va vraiment parler d'assistanat. Exactement. C'est l'assistanat, les chômeurs. Premier point. Le corporatisme syndical, qui réclament des droits indépendants de leur mérite. Les fonctionnaires tir au flanc, qui ne font pas grand-chose, mais sont protégés par leur statut. Et puis, pour les parasites d'en haut, c'est un petit peu plus compliqué, parce que les spéculateurs financiers, non. Je veux dire, il n'y a pas de mauvais capitalistes chez les néolibéraux. Donc, ce seront exclusivement les intellectuels, donc les trafiquants en capital culturel, à qui on reprochera d'avoir les yeux de chimène pour tous les parasites d'en bas, et par contre, n'avoir que mépris pour les braves gens qui veulent simplement vivre de leur travail. Donc ça, c'est ce modèle néolibéral qui va effectivement être importé en France par Jacques Chirac en particulier et le RPR qui s'y convertit au début des années 80. Mais il le fait de façon un peu bâclée, un peu à la va-vite. Et puis, il y a quand même aussi le fait qu'il y a encore un petit surmoi de la libération qui fait que racialiser les parasites, quand même, ça ne se fait pas, en tout cas de façon explicite. Mais vous voulez dire que c'est un peu ce RPR auquel appartient le jeune et sémillant à l'époque député Michel Barnier. Par exemple, oui, par exemple, exactement. Mais il a réussi à s'adapter. Et du coup, le Front National, à l'époque, va profiter de cette conversion un peu bâclée au néolibéralisme pour entrer dans le jeu aussi avec le même rejet des parasites qui sont les parasites des néolibéraux, chômeurs volontaires, assistés, etc. Sauf que lui, c'est son fonds de commerce, c'est sa tradition, il va les racialiser d'emblée.
Parce que c'est quand même plus facile quand les choses sont surlignées de telle manière que les parasites, on les reconnaît. C'est ça la difficulté du parasite. Ça ne se voit pas toujours au premier coup d'œil. Donc, s'ils ont un patronyme, une couleur de peau ou une origine qui les rend visibles, ça facilite quand même considérablement le travail. Donc ça va être l'appropriation du producérisme racialisé par Le Pen père. Bien. Donc le Front National, Front National, première manière. ses premiers succès années électoraux à partir du début des années 1980. Exactement. Sauf avec deux petits obstacles qui vont venir assez rapidement. Le premier obstacle, c'est l'attachement. On ne se refait pas, c'est difficile. L'attachement, il ne peut pas s'en débarrasser de Jean-Marie Le Pen à l'antisémitisme. Or ça, pour le racisme colonial, post-colonial, c'est pas un problème, il y a de la marge. Mais l'antisémitisme, depuis les années 70, ça passe assez mal, et ça va donc considérablement ralentir la progression de son parti. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que on se rend compte dès la fin des années 80, début des années 90, que les électeurs du Front National sont pas tellement friands de réformes néolibérales. Alors, ils sont pas à gauche, mais quand même. L'idée qu'on va retirer les droits sociaux, c'est pas forcément ce qu'ils aiment le plus. Bien. Et c'est là-dessus que va tabler Marine Le Pen pour renverser les choses de deux manières. Premièrement, il s'agira de remplacer les Juifs par d'autres parasites d'en haut. Alors, ça va se faire de deux manières. Il y aura d'une part, pour parler comme François Hollande, la finance sans visage, mais pas sans nom. C'est-à-dire, on ira du côté de McKinsey, de BlackRock, de la technocratie européenne, bref, toutes des institutions transnationales qui piquent le capital français. Ça, ce sera d'une part ça. Et puis, d'autre part, il y aura l'islamisme. L'islamisme qui va jouer le rôle jadis dévolu au complot juif. Alors, l'islam était déjà là chez le père, mais il était plutôt là comme la tribu des parasites d'en bas. C'était la preuve qu'ils n'étaient pas comme nous, qu'ils étaient un petit peu en état d'arriération par rapport à nous, laïcs chrétiens. Mais avec Marine Le Pen, même si cette caractéristique demeure, elle s'accompagne d'un espèce de grand complot islamiste par ailleurs, qui aura les trois caractéristiques fondamentales du complot judéo-bolchevique de jadis, c'est-à-dire il demande une adhésion de tous les membres de la communauté, il a pour but de soumettre, pour parler comme Michel Houellebecq, la société autochtone, et il recrute des alliés dans les milieux intellectuels, ce sont les islamo-gauchistes. Donc ça, c'est pour le remplacement des parasites d'en haut. Mais l'autre truc, c'est qu'il va falloir changer de braquet. Et plutôt que de dire que la submersion migratoire, ça nous amène le totalitarisme rampant et le socialisme, on va dire que cette submersion migratoire, c'est ça qui nous amène le libéralisme débridé, les McKinsey et autres. Ce qui est formidable, parce que c'est l'avantage du producérisme racialisé, c'est qu'on peut changer de diagnostic, mais c'est sans frais, puisque les remèdes sont exactement les mêmes, et c'est donc un basculement sans coût pour le Rassemblement national. On est le 5 septembre 2024, Michel Ferrer, et l'annonce d'un nouveau Premier ministre vient d'être faite, enfin, par le Président de la République, Michel Barnier, dont je rappelais tout à l'heure qu'il faisait partie de cette rénovation de la droite qui s'appelait Vivement demain en 1986, derrière notamment Jacques Chirac, et qui est cette droite qui a été réticente à endosser le néolibéralisme tout en le faisant et donc en laissant un espace au Rassemblement national. Dans votre livre, écrit bien avant l'annonce évidemment aujourd'hui, mais dans le moment, dans la séquence politique qui a fait se suivre cette élection européenne puis les législatives, d'où le rajout d'une postface à votre livre, vous anticipez au fond un rapprochement entre le Rassemblement national et ce modèle que vous venez de décrire et qui vient de loin, producériste, et la droite française plus classique. Est-ce que c'est à cela qu'on assiste aujourd'hui ? Je pense que oui. Enfin, je pense que c'est engagé depuis un petit temps déjà, et je pense que la manière dont le choix du Premier ministre a été fait montre bien qu'on avance à petits pas, prudemment, parce que c'est compliqué quand même. Il y a un choc des imaginaires qu'il s'agit de faire. C'est pas tellement au niveau programmatique qu'il y a des grosses différences entre le Rassemblement national qui a abandonné toutes ces mesures sociales et le gouvernement qui fait énormément, enfin les gouvernements macroniens. On l'a vu sur la loi immigration, par exemple, censurée voilà, par le Conseil constitutionnel, mais votée néanmoins à la fois par les macronistes et le Rassemblement national. C'est ça.
Donc, sur le fond, c'est pas un problème. Sur l'imaginaire, c'est difficile parce que quand même, la droite dite républicaine s'est constituée ou essaie de se constituer comme étant le point de résistance aux extrêmes. Donc, quand on s'allie avec le Rassemblement national, comment est-ce qu'on garde le pluriel le Front et Rassemblement national s'est constitué dans la résistance aux partis du système. Donc, si on s'allie avec la moitié d'entre eux, ça devient aussi un petit peu compliqué. Enfin bon, ça va se faire. Mais pour comprendre ça, il me semble qu'il y a un truc important, qui est que le producérisme racialisé, dès lors qu'il sort de sa boîte, et il est sorti de sa boîte dès les années 80, il prend une portion à peu près incompressible et hélas croissante de la population, des électeurs, avec lui. Et le problème, c'est que ça pose des dilemmes absolument insurmontables et à la droite libérale et à la gauche écosocialiste, pour dire les choses comme ça. Puisque, ou bien, on va sur le terrain du producérisme. Par exemple, quand certains hommes de gauche disent qu'il faut en finir avec l'assistanat, que moi, ma gauche, c'est la gauche du travail, ou quand ils disent que les élites, les parasites, enfin les capitalistes contre lesquels je me bats, ce sont des parasites qui ne font rien. Enfin, on joue avec ça. Et évidemment, ça existe à droite aussi, avec moi, je suis pour les gens qui se lèvent tôt, contre les feignants, etc., etc. Le problème, c'est que quand le producérisme racialisé est sorti de sa boîte, essayer d'aller sur son terrain, ça le légitime, mais ça ne lui vole pas un seul électeur. C'est pour ça que les fâchés pas fachos, c'est un régiment fantôme. Parce que le problème, c'est que la droite et la gauche ont beaucoup de mal à trouver des parasites en haut et en bas. Les libéraux, ils ne sont pas naturellement portés à trouver des parasites d'en haut. Et la gauche, si elle a la moindre dignité, elle n'est pas portée à traquer les parasites d'en bas. Alors que le plaisir esthétique d'un peuple du milieu pris entre deux types de parasites, ça, c'est l'avantage et le charme de l'extrême droite. Ce qui veut dire que on se rend compte petit à petit à droite que tous les efforts qui consistent à se rapprocher de la doctrine, du discours, voire même des mesures proposées par le Rassemblement national pour lui voler des électeurs, ça ne marche pas. Et ça, le point tournant de ce côté-là, le tournant de ce processus, c'est les élections législatives, pas celle-ci, mais les précédentes. 2022. Voilà, 2022, où pour la première fois, le Rassemblement national entre en masse à l'Assemblée. Et c'est à partir de ce moment-là que de plus en plus de gens à droite, sans le dire, mais en le montrant bien, vont comprendre que essayer de braconner du côté du Rassemblement national, ça ne marche pas, et que par conséquent, dans la mesure où la taille de ce parti, en tout cas de l'électorat de ce parti, est incompressible, il n'y a pas d'autre solution que de s'allier avec lui. Et c'est ce processus d'alliance qui est d'ailleurs très tendance, si on peut dire, en Europe. Pensez à l'Italie, pensez à la Suède, à la Finlande, aux Pays-Bas, qui est en train de progresser, et je pense que c'est ce qu'on voit avec la nomination du nouveau Premier ministre. Nomination rendue possible par le fait que le Rassemblement national aurait annoncé qu'il ne voterait pas la censure. Donc c'est une alliance de ce type-là pour l'instant. Il ne s'agit pas d'une coalition, mais c'est néanmoins une alliance politique. On continue à parler de cet imaginaire si désirable du Rassemblement national avec un graphiste et une photographe, Alexandre Dimos et Stéphanie Lacombe, qui nous rejoignent après un extrait du nouvel album de Peel Dream Magazine, Central Park West. Lights get low, the
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau. Producteur et parasite, l'imaginaire si désirable du Rassemblement national, c'est le titre du livre de Michel Feher qui paraît aux éditions La Découverte dont nous parlons depuis le début de cette émission et on va poursuivre cette discussion avec vous deux, Stéphanie Lacombe et Alexandre Dimos. Stéphanie Lacombe, vous êtes photographe, Alexandre Dimos, vous êtes graphiste, vous êtes éditeur, vous dirigez les éditions B42 qui ont publié ce livre que vous avez conçu ensemble, que vous signez ensemble et qui s'appelle Beau Caillou. Beau Caillou, c'est un livre sur Beaucaire. C'est ça, bonsoir. Bonsoir. C'est ça, oui. En fait, donc moi j'ai effectivement grandi sur ce territoire, plus précisément dans la ZUP, ce qu'on appelle la ZUP de Beaucaire, en périphérie, qui n'est plus une périphérie puisque la ville s'est étendue avec des pavillons qui ont été construits sur des champs d'oliviers dans lesquels moi je passais mon temps à jouer en fait. Et donc j'en suis parti à l'âge de 18 ans et j'ai toujours, en faisant mes études en école d'art, continué à penser à cet endroit et à comment le représenter. Et en fait, parce que j'avais eu un vrai désir pour pouvoir me réaliser de quitter cet endroit dans lequel je ne trouvais pas en fait, les moyens en fait, de faire ce que je voulais réaliser, bien que je ne savais pas ce que je voulais réaliser à ce moment-là. Et en même temps, toujours cette affection en fait, pour ce lieu dans lequel j'ai grandi. Donc Beaucaire, oui, Beau Caillou. Alors Beaucaire, c'est l'ancien nom de la ville, c'est Belcaire, donc, qui signifie en fait dans son nom le calcaire qui était exploité depuis l'époque romaine pour la construction. Une carrière très, Une carrière, oui, qui est toujours exploitée. très importante. Là, on a des producteurs, pour Oui. le coup, pour faire écho à Michel Feher. Et donc, cette ville, le Front National, puis le Rassemblement National, y a joué un rôle, il joue un rôle important. Comment vous avez décidé d'enquêter? Vous avez écrit un texte relativement bref. On voit que c'est un texte de graphiste. Je le trouve très, très structuré, géométrique, en fait, dans le choix des mots, des adjectifs. Et vous avez travaillé avec Stéphanie Lacombe, qui est photographe. Comment vous avez procédé? Il ne s'agit pas vraiment d'arpenter un territoire. Vous le connaissiez par cœur. Et vous, Stéphanie, vous l'avez découvert? Alors, effectivement, moi, je ne connaissais pas Beaucaire. Je l'ai découvert parce que Alexandre m'a invité à travailler dans cette ville et me l'a présenté, me l'a fait visiter. Donc, j'y étais en plein mois de décembre. J'avoue ne pas avoir été très inspirée tout de suite, mais ce qui m'a immédiatement frappée, c'est la similitude de nos parcours, le fait que sur place, il n'y avait pas de lycée général et de lycée professionnel. Alexandre disait à l'instant que lui était parti à l'âge de 18 ans de Beaucaire. Moi, j'ai grandi dans une ville semblable qui s'appelle Cahors, dans le sud-ouest, qui est légèrement plus grande, mais j'ai eu l'opportunité de pouvoir quitter cette ville pour faire mes études à l'âge de 16 ans, monter à Paris, faire une école de dessin, puis les arts décoratifs. Sans cette rencontre, hasardeuse, j'aurais jamais eu ce parcours. Et j'ai trouvé intéressant peut-être de raconter. Donc, il voulait que je raconte que j'explore cette ville, peut-être plus d'une manière. Je pense que Alexandre avait un désir chez moi que je photographie la ville au sens architectural de son espace. Or, je suis une photographe de l'humain et j'avais vraiment envie de travailler sur l'humain, évidemment. Donc, j'ai choisi de travailler par le prisme de la jeunesse, celle qui est la jeunesse qui travaille dans l'intérim, qui est en section professionnelle, qui est à l'école de la deuxième chance. Et c'est comme ça qu'est né le projet. De les aborder, en fait, décider de les aborder de manière très très simple, un peu à la manière de Chronique d'un été de Jean Rouch avec Edgar Morin, en leur posant une question très simple qui est: comment va la vie? 20 ans, c'est l'âge de tous les possibles. Et voilà. Est-ce que pour toi, à 20 ans, tout est possible? C'est la question qu'on a décidé de poser, en tout cas que moi j'ai décidé de poser à cette jeunesse. Et mis bout à bout, toutes ces images, tous ces portraits racontent un peu la ville de Beaucaire. Alexandre Dimos, donc c'est un dispositif d'enquête, au fond. Oui, alors je pense que j'ai invité Stéphanie effectivement
pas que pour photographier de façon de faire des natures mortes en fait de cette ville architecturée. Mais je pense que je pouvais pas me suffire de mon point de vue très subjectif, puisque moi j'avais vécu beaucoup d'expériences et que je savais que Stéphanie avait les moyens en fait d'entrer aussi en contact, là où moi j'avais beaucoup plus de mal aujourd'hui avec la population. Et c'est ce qu'elle a fait. Moi, je l'ai vu travailler pour la première fois. On se connaît depuis très longtemps, mais c'est la première fois que je la voyais travailler. Et c'est effectivement assez impressionnant de voir la façon dont, effectivement, le fait de vouloir rencontrer une population qui est jeune, comment cette population est aussi accueille en fait ce désir de rencontre de façon très positive. Et je crois que cette expérience était assez jouissive avec les populations sur la question de la photographie et de leurs témoignages. Après, la question des imaginaires, effectivement, pour rejoindre ce que vous expliquiez dans la première partie de l'émission sur votre ouvrage, qui résonne beaucoup, alors de façon beaucoup plus structurée par rapport à ce que nous avons tenté de faire à travers cette enquête, entre guillemets, puisque on n'a pas du tout utilisé de méthodologie de la sociologie ou autre. On a plutôt utilisé nos outils de créateurs, en fait. Des créateurs par la forme. Et donc, on avait un besoin de manipuler ces formes et en même temps d'être confronté au réel. Donc si, pour ma part, en fait, je redécouvrais ou réarpentais certains endroits, je pouvais aussi, et c'est ça que je trouvais intéressant, voir Stéphanie découvrir le lieu, lui donner des indices sur ces endroits, en lui racontant des expériences, des histoires, un terrain de supercross transformé en golf, un endroit qui était une friche et qui devient un lieu d'habitation, etc., etc. Les mouvements entre le centre de la périphérie, le remplacement effectivement de la main-d'œuvre des travailleurs agricoles. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a découvert assez récemment. Mais en fait, Stéphanie l'a transformé en fait à travers son regard extérieur et aussi avec l'expérience dont elle vient de parler. Ouais. Et la question de la rencontre entre cette population, alors ce groupe social des jeunes, mais pas que, et cette offre politique dont parlait Michel Ferrer, cette extrême droite, parce que vous le mentionnez dans votre texte, Alexandre Dimos, il y a des histoires de repas à la cantine, de crêpes jambon qui sont introduits par la droite classique avant d'être récupérés par l'extrême droite. Il y a déjà, on est vraiment dans ce territoire, pas très loin du territoire sur lequel Félicien Faury, qui est venu parler de son livre récemment ici, a enquêté à propos des électeurs ordinaires du Rassemblement national. Alors, nous, dans le projet, ce qui nous intéressait au départ, c'est de rencontrer la population de cette ville, de les écouter, de regarder cet endroit, de travailler sur la description, vous l'avez dit, à travers le texte qui est très descriptif, parce que je suis convaincu que la description est aussi un moyen politique, en fait, de révéler certains aspects des lieux. Et donc, oui, donc ce sujet, on va dire que, si je dois être honnête, en fait, l'arrivée du Rassemblement national à la mairie, moi, m'a pas du tout étonné, ayant passé beaucoup de temps là-bas. Et je me suis longtemps dit, mais que font les autres, en fait, quelque part? C'est-à-dire que cette question du repas non différencié à la cantine, oui, elle est traînée déjà dans les années 90. Donc c'était une marotte dont on se servait pour satisfaire un type d'électorat. Mais en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt questionner le lien social. Et en fait, je pourrais dire que on a passé beaucoup de temps à déconstruire ce lien social, et le Rassemblement national, de mon point de vue, arrive et se sert de cette situation-là. Mais le Rassemblement national, à cet endroit-là, n'est pas responsable de la situation lorsqu'il arrive, en fait, à la mairie. Après, il y a deux choses qui se passent. J'en parle dans le texte, la programmation culturelle du théâtre. Oui, c'est... En fait, il n'y a pas de programme culturel. C'est surtout, on va essayer de faire croire qu'avant c'était mieux, et on va utiliser la tradition. Alors, je ne dis pas que je ne suis pas du tout intéressé par la tradition. J'adore aller visiter
le musée Arlatan. Et surtout la par exemple, réinventer avec les Chippendales Oui, voilà, c'est par ça. exemple. Michel Feher, vous avez Oui, non, pris connaissance de j'ai travail. lu et j'ai longuement regardé ce très beau livre. C'est c'est assez saisissant, les images. Euh, ce qui m'a frappé, parce que quand même, votre population, bon, vous parlez de plusieurs générations, mais c'est quand même très centré sur les jeunes, hein. Or là, ce qui m'a frappé, c'était, je dirais, une absence d'imaginaire. Il y a quelque chose je dirais, de savonneux ou de glissant dans tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un rejet haineux euh, de Beaucaire. Il n'y a pas vraiment d'attachement non plus. C'est comme si on ne parvenait ni à agripper, ni à faire un tremplin pour s'enfuir. Et donc, il y a cette espèce de côté un peu glissant de ces jeunes où on ne voit pas très bien comment ils se projettent. Ou j'ai l'impression plutôt qu'ils ne se projettent pas beaucoup. Enfin, certains ont des projets particuliers, euh, mais même ceux-là sont habituellement assez flous. On ne sait pas très bien jusqu'à quel point ça implique un départ, à quel point, au contraire, ça implique d'essayer de faire son trou là. Euh, Comme s'il y avait une espèce d'épuisement de ce C'est ça, côté-là. Oui. moi je trouve que Stéphanie Lacombe. c'est ce que j'ai ressenti en fait, c'est un attachement, c'est rêver un ailleurs et en même temps être attaché à ce C'est ça. territoire. Il y a des récits comme ça qui sont rapportés je pense, une des premières images où Bruna et son petit ami qui ont 18 et 20 ans. Elle est caissière à mi-temps, il travaille dans l'intérim, elle est enceinte et en fait, leur problématique, elle est de s'installer soit dans le centre de Beaucaire. Lui rêverait de partir pour probablement gagner de l'argent, beaucoup d'argent d'ailleurs, c'est son rêve, mais souhaiterait partir et elle est attachée. Elle est attachée à ses parents qui vivent ici. Ou d'autres témoignages comme Keia qui, elle, rêve de quitter Beaucaire, ce tumulte de la ville, comme elle le dit, pour aller s'isoler dans les montagnes de l'Atlas au Maroc. Et donc, il y a ceux qui désirent rester, ceux qui ont envie de partir, mais qui peut-être ne partiront jamais. On ne sait pas trop, en réalité, on ne sait pas trop, et c'est pas tant... J'ai eu le sentiment, moi, que c'était pas encore aujourd'hui les questions qui se posaient, en fait. Et que, voilà, qui sont euh, sans idée formelle, en fait, sur l'avenir. La bonne nouvelle, c'est peut-être qu'ils ne sont pas nécessairement sensibles à ces imaginaires Oui, qu'on fabrique pour eux ou qu'on absolument, voudrait leur imposer. absolument. Beau caillou, c'est le titre de ce livre que vous co-signez tous les deux, donc Stéphanie Lacombe et Alexandre Dimos. Il est publié aux éditions B42. Actualité troisième temps de la suite dans les idées avec aujourd'hui le numéro 927-928 de la vénérable revue Critique qui est toujours publiée par les éditions de Minuit selon ce principe merveilleux qu'elle est une revue générale des publications françaises et étrangères, c'est-à-dire que la plupart des articles sont des comptes rendus d'articles, des comptes rendus très personnels en règle générale et développés. Mais depuis quelque temps, je dirais une seconde jeunesse, ou peut-être c'est plus que la seconde d'ailleurs, de cette revue, on y trouve aussi plus fréquemment des entretiens, en tous les cas beaucoup de numéros thématiques. Bonjour Bastien Gallet, Bonjour. vous êtes écrivain, vous êtes aussi éditeur. C'est une émission d'éditeurs ce soir. Michel Feher avec Zone Books, Alexandre Dimos pour B42 et vous occupez d'MF Éditions. Vous avez coordonné avec Elie During, qui fait partie du comité de cette revue critique, un numéro consacré au son, au pluriel, de la musique aux arts sonores. Est-ce à dire que c'est une manière d'essayer de voir plus large, au fond, que la musique et de vous intéresser à la façon dont le son est devenu une catégorie artistique qu'on ne peut pas faire entrer dans les cadres habituels de la musique. D'ailleurs, vous vous intéressez particulièrement aux travaux sonores d'artistes contemporains. Absolument. Mais alors, l'objectif était un peu au départ de sculpter notre relation plurielle au son, alors qui effectivement peut être esthétique, mais qui est aussi corporelle, appareillée, qui est aussi fictionnelle, paysagère, quelquefois violente, festive. Donc,
et qui donc ne peut être en quelque sorte subsumé sous une seule discipline ou sous un seul art. Donc les arts sonores sont pluriels. Et peut-être que la musique n'est telle qu'un art sonore parmi d'autres. Et les études sonores sont elles-mêmes plurielles. Et d'ailleurs, il y a dans la revue, effectivement, dans le numéro, beaucoup d'articles consacrés à des publications en anglais qu'on range un peu généralement dans le champ des sound studies ou des popular music studies ou des noise studies. Enfin, voilà, ce champ très vaste qui ne cesse d'essaimer. Et alors, pour reprendre le sous-titre de la musique aux arts sonores, c'est vrai qu'un parcours s'est dessiné, malgré tout, dans ce labyrinthe des sons un peu sinueux. Un parcours qui commence par la musique ou par quelques grandes figures en fait, de la seconde moitié du XXe siècle qui témoignent d'une crise en fait, de l'ordre musical, on pourrait dire. Un ordre à la fois institutionnel, masculin, voilà, qui se manifeste par son formalisme, aussi par une opposition un peu réifiée entre culture savante et culture populaire, et dont les figures en question, donc Pauline Oliveros, Yann Radig, Steve Reich, essaient de s'extirper en inventant voilà, des manières de remettre en cause cet ordre. Donc l'écoute profonde ou les systèmes instrumentaux étendus de Liveros, les drones ou les partitions orales de Yann Radig, les boucles de Steve Reich, etc. Donc ça, c'est vraiment un retour sur des figures pionnières et qui permettent aussi de penser disons des arts plus sonores, moins musicaux et qui sont voilà, nos contemporains. Alors dedans, je le disais, on trouve des comptes rendus de livres, mais aussi des entretiens. Quand on regarde les comptes rendus de livres, on s'aperçoit du travail extraordinaire que produit les éditions de la Philharmonie, en particulier, en traduisant notamment des livres qui n'étaient pas accessibles en français jusque-là, mais aussi en publiant des textes écrits directement en français. En fait, on s'aperçoit qu'un tout petit nombre d'éditeurs fait un travail considérable de défrichage de ces domaines. MF en fait partie, Audimat en fait partie, Alia. Ouais. Bah, c'est nécessaire. Bah, il se trouve que la plupart des livres dont on parle ne sont pas traduits encore, parce ils sont récents, mais on espère les traduire avec la Philharmonie, avec Audimat, dont d'ailleurs voilà, Guillaume Huguet, qui dirige voilà, la programmation d'Audimat, fait partie de ce numéro. Donc son très beau livre Penser les musiques populaires, une anthologie qu'il a dirigée avec On avait fait une Jérôme émission Guibert, voilà, en fait partie. ici avec Esteban Bourré et Jérôme Guibert. Ça, Absolument. typiquement, voilà, ce livre et l'entretien qu'on fait avec lui et Julia Kerman, qui est une critique d'art, qui publie récemment, là, tout récemment, un très beau livre sur l'hyperpop. C'est quoi l'hyperpop alors? Ah ben, c'est un courant musical qui date des années 2000, voilà, qui renverse la pop par excès, voilà, par excès, qui la rend cringe, presque, pour reprendre le terme de Julie. Donc c'est une manière très luxuriante ou baroque de produire, qui a beaucoup marqué la pop, qui a bouleversé la pop. Et c'est aussi un lieu de transformation des identités. Voilà, on a des identités post-genre, voire post-humaines, qui se constituent voilà, par le traitement du signal, par l'art du studio. Et ce que montrent très bien ces studies de musique populaire, c'est que la musique populaire est incompréhensible si on ne comprend pas ses entours qui la constituent, quoi. Donc les publics, les goûts, le studio, et tous ces éléments qui sont essentiels à sa survie, quoi. Et alors voilà, ça c'est le parcours se poursuit par ce petite station de musique populaire, et puis on arrive aux arts sonores et aux sound studies. Et ce qu'on essaie de montrer, si vous voulez, c'est qu'il y a une sorte de rupture épistémologique que Jonathan Stern a parfaitement voilà, déployée dans son grand livre. Une histoire de la modernité sonore. C'est le moment où le son se constitue comme effet auditif, hein, au milieu du XIXe siècle, hein, à la croisée des sciences acoustiques et otologiques, hein, de la médecine et de la physiologie. Et le stéthoscope joue un rôle très C'est important. ça, le fameux stéthoscope de l'ANEC, effectivement, qui met à distance le corps du patient. Et donc le son comme effet auditif et l'oreille comme organe transducteur, hein, sur le modèle de laquelle ensuite l'enregistrement sera conçu, quoi. Les techniques seront pensées. Et on pourrait dire qu'il y a dans ce paradigme, je pense, un autre régime de signification et d'oralité, AU, quoi, d'écoute, qui est un régime transducteur ou sonifiant. Alors que la musique exprime et formalise et, voilà, et imite, l'art sonore a tendance à sonifier, à transformer en son le non sonore. Et donc il a un rapport presque immédiat avec des portions de monde, avec des corps, des groupes, des affects.
Avec le temps qui qui fait, fait, par le exemple. temps qui Moi, fait. j'ai vu un livre de l'un des animateurs de l'archéologie des médias, Jussi Parika, par exemple, sur le temps qui fait. Oui, c'est un très bel article de Dan Zeitz, voilà, qui vient presque clore le livre. Et ce qui se déploie aussi, ce qu'on aimerait déployer, avec le bel article d'Eli aussi sur les premiers phénoménologues du son, la Gunther Anders et Alfred Schütz, c'est une pensée depuis le son. Ah, non pas une pensée du sonore, mais une pensée sonore. Est-ce que le mot anglais sonic rentrait bien et qui est vraiment traduisible, quoi. On parle de sonic fiction, de sonic bodies, etc., de sonic Sonic logos. Youth. Voilà, et on aimerait bien arriver à ouvrir à une pensée sonore, une sonic thought, si on peut dire. Merci beaucoup Bastien Gallet. Je rappelle donc le numéro de critique 927-928 août-septembre 2024 qui vient de paraître, Son de la musique aux arts sonores. Vous trouvez les références bibliographiques de tous les livres dont on a parlé aujourd'hui sur la page de l'émission, une page sur laquelle vous pouvez également vous abonner au podcast ou écouter cet épisode de La Suite dans les idées, une émission préparée avec Seam Boutata, réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la technique Jean-Guilain Meige.